Salut à tous, c'est Edouard. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo qui s'adresse vraiment essentiellement aux étudiants, donc les fins d'études, les personnes en début de carrière ou en reconversion. Donc j'ai reçu des centaines et des centaines de questions de votre part par rapport à vos choix de carrière. Je sais que vous vous sentez peut-être un peu perdu sur les meilleurs masters, le premier job, pourquoi personne ne vous répond parce que vous n'avez pas d'expérience. Voilà, l'argent, est-ce qu'il faut vraiment privilégier l'argent, aussi peut-être toutes ces innovations qui arrivent, on a l'impression que ça va être de plus en plus compliqué, tous les événements internationaux, les pandémies, la guerre, donc ça peut être assez stressant. Je vous avoue que moi aussi j'étais extrêmement perdu et stressé. J'avais aussi peur de faire des mauvais choix de parcours, des erreurs de parcours, et donc je vous fais cette vidéo. Donc pour la petite histoire, j'avais voulu faire un live j'avais voulu faire un live depuis le Costa Rica pour vraiment partager mon expérience et les erreurs à éviter, et clairement ça n'a pas bien marché. Et donc je refais cette vidéo beaucoup plus concise parce que cette fois-ci internet va mieux marcher. Pour ceux qui l'ont déjà suivi aussi, je vous invite vraiment à la revoir, c'est beaucoup plus concis, le son marche bien cette fois, il n'y aura pas de coupure, et je vais aussi vous présenter pas mal de nouvelles choses. Donc je vais revenir sur vos difficultés, vos parcours, revenir un peu sur la définition du job de rêve, les études, qu'est-ce qu'il faut faire si vous savez pas quoi faire, les compétences stratégiques, je vais revenir aussi sur les secteurs stratégiques, les jobs stratégiques, je vais vous présenter plusieurs parcours types. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il n'y en a pas forcément un idéal. Revenir sur comment se vendre, je vais revenir aussi sur, je vais reprendre, je vais aller un peu parcourir des profils LinkedIn un peu au hasard et vous dire vraiment toutes les erreurs que j'ai vues en tant que recruteur, parce que j'en ai vu beaucoup. Et ensuite, voilà, je terminerai sur les choix importants, argent versus carrière, et aussi comment bien démarrer. Donc il y a vraiment plein de choses, vous allez voir, ça va être très sympa. Restez vraiment avec moi jusqu'au bout si vous êtes dans cette situation, si vous posez l'une de ces questions. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aurais voulu voir quand j'étais en début de carrière, quand j'avais 20, 21, 22, 23, 25 ans. J'étais vraiment perdu, et donc regardez-la vraiment jusqu'au bout. Je sais pas encore combien de temps elle va durer, mais je pense qu'elle peut vraiment avoir le coup et elle peut vraiment vous aider à vous rassurer et à faire des meilleurs choix pour votre carrière. Donc on va recommencer, on va réduire la taille de ma tête. Donc je revenais sur les difficultés. Effectivement, on est dans un monde qui est de plus en plus incertain. La pandémie qui est arrivée il y a quelques années, voilà, on a aussi beaucoup d'innovations, on a l'impression que beaucoup de jobs vont être détruits, et c'est le cas. Donc je peux le confirmer, mais il y a aussi beaucoup de jobs qui vont être créés. On a une planète qui est en souffrance, hein, clairement. On commence à avoir des effets de plus en plus compliqués. Moi personnellement, j'étais au Costa Rica et pendant 3 semaines on pouvait pas se baigner à cause d'une bactérie qui est extrêmement nocive pour l'être humain suite à un réchauffement climatique. Donc on est quand même dans une situation de plus en plus compliquée. On nous annonce, voilà, vous n'avez pas forcément envie de faire la carrière de vos parents, vous n'avez pas envie d'être forcément directeur, peut-être que vous voulez plus de liberté, plus de qualité de vie, ou l'inverse, peut-être que vous voulez vraiment monter le plus rapidement possible. On a aussi vraiment un endettement général. Alors c'est un peu moins le cas en Europe, mais dans beaucoup de pays, il faut payer de plus en plus pour ses études, les logements coûtent de plus en plus cher dans les grandes villes, et donc on a ce stress qui continue à monter. Et de l'autre côté, quand vous cherchez un boulot, vous avez l'impression que vous êtes des milliers comme vous, on vous demande toujours plus d'expérience alors que vous êtes jeune, et donc ça peut être assez frustrant quand vous démarrez, ou aussi quand vous êtes en reconversion et que vous avez l'impression que ça va être très compliqué. Quelque chose aussi qui me fait sourire, dans les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de jeunes qui ont des revenus passifs sans rien faire, avec des cryptos, des NFT, du dropshipping. Et donc ça aussi, je trouve ça un peu stressant. On se dit, attends, moi aussi, je veux pas trop travailler et avoir des revenus passifs sans rien faire. Je peux vous dire par rapport à ce dernier sujet-là, que moi je connais beaucoup d'entrepreneurs et de personnes dans ces domaines-là, et pour moi il n'y a pas de secret. Bien sûr qu'il y a quelques chanceux, mais pour moi il faut être réaliste, et il faut arrêter de se comparer, surtout avec les autres. Surtout ne vous comparez pas avec moi non plus. On a tous des parcours très différents, et le fait d'être très incertain en début de carrière, c'est complètement normal. Ça fait partie du process. Et donc si tout était facile dès le début, vous pourriez pas aller dans la direction qui est la vôtre. C'est normal de passer par ces phases-là, et je vais essayer de vous aider à aller dans la bonne direction. Donc avant de rentrer dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, que ce soit professionnel, voire même personnel, on va surtout parler du professionnel, mais il y a toujours des gagnants et des perdants. Et donc clairement, pour moi, les perdants, c'est ceux qui vont subir la concurrence, qui vont pas apporter beaucoup de valeur aux entreprises avec lesquelles ils vont travailler,
qui vont par définition donc avoir peu de travail parce qu'elles vont se sentir vraiment sous pression et aussi avoir des bas salaires. Pour moi, l'argent n'a jamais été la priorité numéro 1, mais c'est quand même important de bien gagner sa vie pour pouvoir en profiter, en faire profiter sa famille et ses amis. De l'autre côté, il va avoir des gagnants, il va aussi avoir beaucoup de gagnants. C'est pour moi des experts, c'est pas forcément des managers, mais c'est aussi beaucoup d'experts, des leaders et des personnes qui sont à la fois des très performantes, efficaces, mais sans nécessairement passer 15 heures au boulot tous les jours. Et donc ces personnes-là, elles auront une meilleure attractivité, une meilleure rémunération, aussi une meilleure qualité de vie et une plus grande liberté surtout de choisir, d'avoir le choix de dire je veux travailler avec cette personne-là ou ce projet-là ou cette entreprise ou je veux travailler dans ce pays spécifique, je mélange un peu avec l'anglais. Par exemple, je vais aller vivre en Australie avec. Donc, je vais pas revenir longtemps sur mon parcours. J'ai fait une vidéo spéciale, donc je vous invite vraiment à aller la voir où je reviens sur mes moments clés. Mais moi, je suis passé un peu par toutes les étapes. En début de carrière, je sais pas du tout, même je sais pas que je voulais travailler en supply chain ou logistique. Je voulais être trader au début. Je voulais toujours voulu être libre. C'est toujours quelque chose qui était important pour moi, entrepreneur, etc. Mais je vous invite vraiment à voir mon parcours. En tout cas, la supply chain, c'est au fil des années que j'ai vraiment affiné ce que je voulais faire et je peux vous dire aujourd'hui je vous fais cette vidéo, je vais avoir 36 ans. Je commence à être beaucoup plus clair sur ce que j'aime et vous voyez j'ai 36 ans, j'ai pas 20 ans et je trouve que c'est normal de passer par ces étapes et c'est en expérimentant aussi comme vous pouvez le voir par différents métiers, différents pays, différentes personnes avec qui vous allez travailler que vous allez vraiment vous connaître et vraiment vous trouver votre place parce que pour moi ce qui est important c'est surtout trouver sa place dans ce monde. Il faut pas que des directeurs, que des personnes qui travaillent sur des différents métiers. Il faut vraiment que chacun trouve sa place pour être en équilibre avec soi-même. Ok ? Donc en tout cas pour moi j'ai eu différents parcours types. Allez voir ma vidéo sur YouTube si c'est le cas. Et je vais surtout me concentrer sur le début, qui est le début. Qu'est-ce que vous allez faire, dans quelle direction vous allez aller. Et aussi le choix du premier job, c'est surtout sur ces parties-là je vais revenir, mais je vous assure on va aussi partager d'autres conseils pour aussi améliorer votre attractivité, vos compétences, etc., etc. Ok ? Donc, on va revenir tranquillement. Quelle est votre priorité ? Pour moi, c'est important d'être honnête avec vous-même. On peut pas tout avoir en début de carrière toujours. Pour moi, il y a différentes priorités. Il peut y avoir le statut social. Voilà, vous voulez avoir un job prestigieux dans une entreprise prestigieuse et il faut pas avoir honte de dire ça. Vous pouvez être fier de dire voilà, moi je veux être manager, directeur dans une grande entreprise très connue. D'autres, ça va être l'argent. Il faut pas avoir honte de dire vous avez besoin d'argent, mais il faut vraiment être sûr que ce soit la vraie motivation. Clairement, si vous devez aider votre famille, par exemple, vous êtes dans une situation où l'argent est la priorité numéro 1, je le comprends tout à fait, donc ça sera votre priorité, mais elle va aussi impacter les choix que vous allez faire en termes de carrière. Je redonnerai des exemples tout à l'heure. D'autres, ça va être non, moi, le plus important, c'est la passion. Je suis passionné par un sujet, par exemple. Vous êtes passionné par les machines, vous allez vous concentrer sur construire des machines pour, par exemple, automatiser des entrepôts. Vous êtes passionné par le surf. Moi, j'aime bien le surf, par exemple. J'ai pas fait carrière dans le surf parce que il y avait trop de personnes qui étaient bien meilleures que moi. J'ai commencé beaucoup trop tard. Mais par contre, moi, ma priorité, c'était plutôt la liberté, d'avoir le choix de vivre dans les pays que je voulais, puis si possible près de la mer pour pouvoir faire beaucoup de sport d'eau, de nature. Mais en tout cas, pour moi, c'est toujours été plutôt la liberté. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais posez-vous la question 2 minutes. Mettez pause sur cette vidéo. C'est quoi pour vous le plus important aujourd'hui entre le statut social, l'argent, la passion ou la liberté? Et posez-vous cette question-là. Ensuite, c'est bien quand même d'avoir une direction, de dire c'est quoi le job de rêve? C'est quoi votre job de rêve? Est-ce que c'est d'être CEO comme Tim Cook de Apple? D'un très grand groupe ou un poste de directeur ou un poste vraiment reconnu dans des grandes entreprises? Est-ce que c'est plutôt d'être proche du terrain, par exemple manager d'une équipe opérationnelle dans une usine, dans un entrepôt? Moi j'ai vu énormément de personnes qui s'éclataient vraiment dans ce qu'ils faisaient et je trouvais ça vraiment inspirant. Est-ce que c'est plutôt je donnais ingénieur, le côté très machine, optimiser, mettre en place des robots pour optimiser? Est-ce que c'est plutôt d'être un éducateur? Professeur, coach, moi je suis vraiment passionné d'éducation et je prends vraiment du plaisir à faire grandir les gens, mais c'est aussi une compétence que j'ai développée au fil des années, je l'ai pas découvert tout de suite. Consultant, je vois des personnes qui sont presque nées pour être consultants, très curieux, très analytiques,
vraiment envie aussi de changer régulièrement, de tous les 6 mois, parce que c'est des personnes qui s'ennuient vite. Moi, j'ai aussi ce côté-là, clairement. Je suis très curieux, mais je m'ennuie vite quand j'ai de la répétition. Ou alors peut-être un job d'expert plutôt autour des chiffres, ce qu'on appelle de la data science, vraiment aller optimiser et d'aller vraiment chercher les détails. Ou alors un profil plutôt très libre, où vous allez avoir un profil de freelance, où vous allez avoir peut-être plusieurs clients, mais vous allez jamais vous engager complètement, pour pouvoir vraiment laisser aussi du temps peut-être pour vous, pour votre famille ou vos proches. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, mais essayez déjà, même si vous êtes en début de carrière, qu'est-ce qui vous attire le plus au début? Clairement, on peut pas, encore une fois, pour moi c'est compliqué de tout avoir tout de suite. Si vous voulez juste être libre, profiter de la vie, il va falloir quand même développer des compétences stratégiques pour pouvoir avoir la liberté de le faire. Et donc on va en parler juste après. En tout cas, si vous voulez devenir un expert en manager, pour moi, on aura besoin de plus en plus d'experts et de moins en moins de managers, surtout dans les grandes entreprises. Mais si vous voulez devenir l'un des deux ou les deux, moi je suis passé par les deux, il faut déjà être clair sur ce que vous voulez, que la volonté. Il faut avoir quand même un certain niveau de diplôme, ça peut aider, même si pour moi c'est pas indispensable. Les bonnes expériences, les bonnes compétences, il faut être performant dans son métier. Il faut aussi avoir une bonne stratégie de carrière pour éviter les erreurs de parcours et avoir aussi un développement personnel qui vous permet un peu comme un athlète, de pouvoir faire face et de pouvoir continuer à progresser étape par étape. Donc j'ai fait une vidéo complète sur comment devenir supply chain manager. Je vous invite vraiment à aller la voir. Je vais reprendre quelques éléments et je vais aller plus en détail. Donc allez la voir après cette vidéo. Avant de commencer, je vais boire un peu de thé parce que j'espère que vous vérifiez pas vos réseaux sociaux. En même temps, vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, avant de commencer, je voulais vraiment vous faire réaliser qu'on est tous, et moi y compris, on passe beaucoup trop de temps aujourd'hui sur nos téléphones, sur nos écrans. Et il faut savoir que ce temps qui est investi, donc ça peut être bien. Moi j'aime bien regarder Netflix de temps en temps, ça me détend. Mais il faut pas se voiler la face, que si vous passez 2, 3, 4, 5, 10 heures par semaine sur ces écrans-là, voire 20 ou 30, je crois que la moyenne pour les réseaux sociaux c'est 2h30 par jour, ce qui est quand même énorme, plus les interruptions pour le cerveau. Ça peut aussi vous ralentir fortement sur vos ambitions professionnelles, dans quelle direction vous voulez aller. Clairement, si vous passiez peut-être autant de temps à pratiquer, à peut-être vous former, que à regarder des réseaux sociaux, et je parle pas à l'ensemble d'entre vous, mais beaucoup d'entre vous, vous pourriez aller clairement beaucoup plus vite que la plupart des gens qui continuent à consommer énormément, ou pour moi beaucoup trop de contenu. Moi personnellement, j'ai eu des gros problèmes avec LinkedIn. Je passais beaucoup trop de temps sur LinkedIn, beaucoup trop de temps sur Netflix et Instagram. J'ai dû le désinstaller pendant 1 an et demi parce que je passais trop de temps dessus et je regardais trop les surfeurs qui, au lieu d'aller surfer ou de bosser sur mes projets qui m'amusaient vraiment. Donc soyez vraiment réaliste. C'est pareil sur les jeux vidéo, ce sont des produits qui sont extrêmement addictifs et qui peuvent vraiment vous faire perdre du temps par rapport à vos vrais objectifs qui peuvent vraiment vous éclater dans la vie. En tout cas, je vais commencer par les études. Donc vous êtes peut-être encore en études, peut-être que vous avez terminé. On a un stress, on va vous stresser pour vous dire qu'il vous faut faire la meilleure école du monde pour pouvoir avoir votre job de rêve. Et moi, je suis vraiment contre cette approche. Je trouve que c'est extrêmement stressant. Faut pas oublier que la plupart des écoles aussi, ce sont des business qui vont vous convaincre que leur école est la meilleure pour avoir tel ou tel salaire. Moi, je pense que c'est important d'avoir un niveau d'études, même si moi, clairement, j'ai pas appris du tout mon métier en supply chain à l'école. Il y a un professeur, en revanche, qui m'a vraiment aidé, qui m'a créé un déclic. Donc, je remets pas du tout en question la qualité des professeurs. Moi, c'était un prof de gestion de stock. Mais j'ai eu que 8 heures avec lui et j'ai vraiment appris mon métier après. Après, il faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous demander un niveau de diplôme minimum, surtout dans les grosses entreprises. Moi, je recommande, si vous pouvez le faire, de faire au moins un niveau master. Allez voir ma vidéo sur comment devenir supply chain manager. Je vais faire une vidéo spéciale sur les meilleurs masters, notamment en supply chain. Mais soyez malin, vous pouvez faire les alternances, je trouve que c'est génial. En tout cas, moi, les erreurs que je vois, c'est 1. Ne vous endettez pas trop sur vos études parce que derrière, vous allez avoir un stress qui va vous forcer à aller dans des métiers qui payent bien mais qui sont pas les mieux pour votre carrière. Je vais vous redonner des parcours juste après. Et le deuxième, c'est faites vraiment attention à ne pas rentrer dans le syndrome de l'expert où vous continuez à vous former pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans et vous n'avez aucune expérience terrain. Donc moi j'aime bien, même si c'est pas encore suffisamment, je trouve, recommandé en France, toutes les expériences, toutes les études qui vous permettent d'avoir des expériences terrain, que ce soit l'été en parallèle, pour avoir déjà un CV et quand vous arrivez aux entretiens, vous avez déjà pratiqué beaucoup. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la tendance, je la vois, elle arrive doucement, mais elle arrive. C'est qu'on va être de plus en plus, comme dans les entreprises technologiques comme Google ou Apple,
où on va pour moi, de mon avis, on va regarder de moins en moins le nom de votre diplôme, on va regarder de plus en plus vos compétences et qu'est-ce que vous savez vraiment faire. Et donc ces entreprises comme Google ou Apple, eh bien elles vont tester, elles vont vous demander de coder par exemple, de faire des mises en situation, alors que voilà, il y a encore des entreprises qui vont regarder vos diplômes. Ça sera toujours le cas, et je peux vous dire que si elles vous bloquent déjà à l'entrée, c'est plutôt un cadeau qu'elles vous font parce qu'elles continueront à vous bloquer par la suite. Et donc à vous de voir quel est votre combat, mais moi j'irai surtout sur des entreprises qui résonnent avec vous et sur lesquelles elles vont pas être obsédées par le nom de votre diplôme. En revanche, si papa et maman peuvent payer et que vous pouvez faire une grande école, je reviendrai dessus, faites-le, profitez-en et soyez surtout reconnaissants parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir leurs études ou leur logement payés par leur famille par exemple. Ok, donc ça c'était le premier point. Le deuxième c'était par rapport au savoir-faire, donc les compétences stratégiques. Il y en a beaucoup. Forcément, en début de carrière, vous n'en avez pas beaucoup développé. Clairement, moi, je vais commencer par la base. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma capacité d'analyse et Excel. Excel m'a vraiment aidé parce que dans n'importe quelle entreprise, c'est le langage universel. Il y a 900 millions de personnes qui utilisent Excel dans le monde. On va toujours avoir besoin de faire un reporting, une analyse. Et donc, moi, c'est ces deux-là qui m'ont beaucoup aidé en début de carrière. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer, le faire avec des exemples. Un maximum et essayer aussi toujours de simplifier, d'automatiser les choses. Donc moi, c'est ces trois-là qui m'ont beaucoup aidé. Je reviendrai dessus après. Et ça m'a permis aussi de voyager parce que tout le monde en a besoin, même si vous avez un logiciel qui coûte extrêmement cher. Ensuite, la gestion de stock. Je trouve que c'est un mot qui est pas sexy, mais c'est extrêmement demandé, extrêmement stratégique, particulièrement en période de crise, en période de grosse incertitude. On a ensuite le planning, mais qui est pour moi le planning, ça doit être de plus en plus automatisé. J'aurais pas le temps de revenir dessus, mais c'est important. Mais la prévision, c'est vraiment aussi une compétence qui est importante, qui est très en lien bien sûr avec la gestion de stock. Donc amusez-vous à faire des prévisions, que ce soit sur le prix de la crypto, moi j'ai fait une vidéo, vous pourrez voir, j'ai fait une vidéo de prévision sur le nombre de cas Covid à l'époque ou les ventes de voitures aux États-Unis. Amusez-vous, pratiquez, c'est vraiment le plus important. On va pas vous demander d'avoir une expérience de manager, surtout en début de carrière, donc vous stressez pas par rapport au management. Allez faire des projets avec vos potes étudiants si vous pouvez. C'est bien de faire partie d'un bureau des élèves par exemple, mais vous stressez pas non plus par rapport à ça. La gestion de projet, c'est aussi quelque chose d'important. Mettez en place des petits projets, quelle que soit leur taille. Passez du temps. Vous avez forcément quelqu'un dans votre famille qui a un commerce, un retail, un entrepôt, une entreprise qui a du stock. Mettez un petit Excel et faites-le avec lui. Passez ces quelques heures qui vont vraiment faire la différence. Ensuite, on a la finance, la négociation. L'anglais, par contre, pour moi, c'est pas stratégique, c'est indispensable. Donc là, je vous parle en français, mais je fais aussi beaucoup de contenu en anglais maintenant et je vous mets vraiment la pression. L'anglais est indispensable. Le business, c'est important de bien comprendre les entreprises. Soyez curieux sur pourquoi une entreprise marche ou ne marche pas. Et les outils informatiques. Les outils informatiques, il y en a beaucoup. Le premier, ça reste quand même Excel, qui est pour moi le plus important, quelle que soit votre entreprise. Ensuite, il y en a d'autres. Je vous invite, j'ai fait un article à ce sujet-là, qui se trouve ici. Vous pourrez le voir, je le mettrai en lien dans la description. Je peux le prendre en français, où je vous ai mis la liste des principaux outils BI, TMS, WMS. Déjà, c'est bien de savoir ce que c'est, et ensuite d'être curieux et de se former ou de le pratiquer en entreprise. Ok ? Donc ça, c'était pour les compétences stratégiques. Moi, clairement, j'ai surtout appris pendant mes expériences. Là, j'étais en Malaisie pendant presque 1 an et j'ai construit des Excel et j'ai automatisé la gestion de stock. J'ai perdu beaucoup de temps parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu disponible en ligne et de formation. Mais voilà, c'est aussi comme ça que j'ai appris, c'est que j'avais un problème. Donc, je vous invite vraiment, vous aussi, même si voilà, vous n'avez pas d'expérience, vous dites « Ah, mais il n'y a personne qui veut travailler avec moi », il y a forcément dans votre entourage familial ou ami, quelqu'un qui a besoin d'aide pour optimiser, créer un reporting. Et c'est ce reporting que vous pourrez montrer lors de votre entretien. Moi, j'arrivais avec mon PC, je montrais, regardez, j'ai fait ce petit outil pour mes parents qui géraient une boutique de lunettes, etc., etc. Ok ? Donc ça, c'est vraiment important. Soyez curieux, appliquez. Et sur les savoir-être, c'est les compétences qu'on appelle interpersonnelles. Elles sont beaucoup plus subtiles et difficiles à mesurer clairement. Mais je vous invite vraiment à vous reconcentrer sur déjà, c'est d'être quelqu'un de positif et énergique. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui est pas motivé. Je vais revenir sur les profils LinkedIn. Vous êtes plein à faire la gueule sur vos photos. Clairement, moi, ça me donne pas envie de recruter quelqu'un qui sourit pas.
et ça n'a rien à voir avec votre physique. On va regarder ça tout à l'heure. Donc soyez souriant, positif. Ne passez pas pour la victime qui ne trouve pas de job depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça sert à rien parce qu'on n'a pas envie que inconsciemment, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont pas positifs, qui ont pas envie d'aller de l'avant. Donc c'est important. La capacité d'adaptation. Moi j'ai envie de bosser avec des gens qui sont débrouillards, démerdards. Et donc ces deux-là vont vous permettre à la fois, si vous allez de l'avant et que vous savez vous débrouiller, vous avez une bonne curiosité, que vous savez apprendre rapidement, tout va ensuite découler. Donc je ne vais pas revenir sur tout, allez voir ma vidéo sur comment devenir supply chain manager, mais il va falloir apprendre à gérer le stress, être organisé, avoir une bonne capacité d'engagement au début, communication. Moi j'étais pas bon en communication au début, j'ai eu beaucoup de retours, n'hésitez pas à demander des retours. Et encore une fois, on vous demande pas d'être un leader en début de carrière, donc ça sert à rien de faire semblant d'être un leader. Soyez juste honnête et transparent sur qui vous êtes, avec encore une attitude positive. Ok, sur les expériences, c'est pareil, il y en a beaucoup. Il y a des expériences, la supply chain c'est énorme. Moi, ce que je vous conseille, donc vous avez vu, il y en a mis que j'ai mis stratégique, d'autres qui sont pas stratégiques. Donc ça peut peut-être vous choquer de voir que j'ai pas mis entrepôt, transport ou import-export. Pour moi, ça c'est très important de le faire, de le comprendre rapidement. Mais c'est pas forcément, si vous avez comme objectif de devenir par exemple supply chain manager, directeur ou entrepreneur dans ce domaine-là, c'est important d'y aller dès le début. Donc moi je vous conseille si vous êtes en début de carrière, allez bosser dans les entrepôts Amazon pendant l'été, faites des jobs d'été, faites des stages, peu importe. Mais après il faut pas se voiler la face que ces secteurs-là particulièrement sont extrêmement sous-traités. Donc vous avez énormément de concurrence et des salaires qui peuvent être tirés par le bas. Donc il y a des formidables parcours. Moi, je suis passé par là rapidement. Ensuite, je suis devenu, j'étais responsable de l'ensemble d'un réseau et quand j'étais directeur, je m'occupais d'animer ces entrepôts-là. Mais j'ai pas fait ma carrière là-dedans parce qu'à un moment, clairement, moi, les entrepôts que j'animais, la plupart étaient sous-traités, donc j'étais plus en tant que client que travailler là-dedans. Donc retenez juste ce chiffre, c'est plus un secteur est sous-traité, plus la concurrence sera rude et plus les salaires sont généralement tirés vers le bas. Donc ça, c'est mon humble avis qui ne vaut que ce qu'il vaut. Mais c'est ce que j'ai pu constater. Voilà, les secteurs, les domaines, les secteurs stratégiques, c'est tout ce qui va être autour pour moi de la gestion du stock, du demand planning qui est aussi la gestion du stock, le sales and operation planning, je ferai probablement des sujets là-dessus, je vous invite à taper sur Google, où je mettrai des liens ensuite par la suite. L'achat et le sourcing, c'est aussi, on en a besoin de plus en plus, on a besoin de réinventer nos supply chains. On a aussi, la gestion de projet, tout ce qui est autour de la gestion de projet du consulting. Il n'y a pas on reviendra sur des parcours. Ça peut être bien démarrer en consulting si vous avez des super projets ou mieux dans une belle boîte comme moi je l'ai fait avec Decathlon parce que j'ai des super projets. Il n'y a pas un qui est moins bien que l'autre. C'est bien de pouvoir voyager, de vivre à l'international. Pour moi, personnellement et professionnellement, ça m'a énormément aidé. Et ensuite, c'est bien aussi, je reviens sur de connaître des outils et des outils informatiques. Donc j'étais déjà revenu là-dessus, c'était important que je revienne rapidement. L'important, c'est d'explorer rapidement et ensuite de se concentrer sur celle qui vous passionne et qui est aussi stratégique pour votre carrière. Moi, j'ai vraiment tout expérimenté, certaines quelques mois. J'ai fait du service client, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait un peu de finance, j'ai fait beaucoup de projets, j'ai travaillé dans les entrepôts, j'ai fait des inventaires la nuit, j'ai fait un peu d'import-export, même si clairement je suis pas du tout expert en import-export, même si j'ai animé des équipes suite à ça après. J'ai fait un peu de transport, j'ai fait de l'achat, mais à la fin, voilà, je connaissais tout et moi, personnellement, je me suis vraiment concentré ensuite sur le demand planning et la gestion de projet et aussi pas mal d'outils informatiques pour pouvoir ensuite booster ma carrière en supply chain. Concernant les secteurs stratégiques, je pourrais en parler pendant des heures. Pour moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est privilégier la qualité de la mission et le patron. Donc si vous avez un bon feeling, une bonne sensation avec la mission, vous allez apprendre plein de choses, quel que soit le nom de l'entreprise, et que vous voyez vraiment que vous allez apprendre et que ça va vraiment vous challenger dans ce que vous faites, privilégiez d'abord ça, vous prenez pas trop la tête sur il faut que ça soit une entreprise du top 100 français, mondial, etc. Après, clairement, avoir une belle entreprise dans votre CV, c'est aussi, c'est comme un diplôme aussi, il faut pas se voiler la face, mais c'est bien le faire si aussi le projet est intéressant. Et voilà, moi on m'avait proposé de faire notamment beaucoup d'audits, des choses très répétitives dans des grands cabinets de conseil. J'ai refusé parce que j'étais pas passionné par ça et j'allais pas beaucoup apprendre. Je vous redonnerai des exemples après. Ensuite,
visez plutôt des entreprises qui sont des secteurs d'activité et des entreprises qui sont en croissance. C'est assez facile de trouver les chiffres. Clairement, voilà, si vous êtes, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais si le secteur d'automobile est en crise et est en train de licencier, même s'ils cherchent des gens en supply chain, ça va être plus compliqué dans une entreprise qui fait moins 2% par an qu'une entreprise qui fait plus 30% par an. Là, au moment où je vous parle, on a énormément de besoins. Bon, on a beaucoup de besoins en supply chain parce que la supply chain a été vraiment chamboulée, mais dans la partie implémentation de projets, d'outils informatiques comme les ERP, les WMS, le secteur pharmaceutique a explosé, le e-commerce a déjà explosé mais continue à exploser. Voilà, donc il y a énormément de sujets de secteurs qui sont en train de grandir. Elle est plutôt dans des secteurs qui sont en croissance parce que généralement quand une entreprise est en croissance, vous aurez plus de possibilités en interne pour pouvoir avoir des promotions internes et vous ne devrez pas démissionner si vous devez évoluer dans une entreprise. Mais ne sous-estimez pas aussi les petites et moyennes entreprises qui vont vous donner plus de responsabilités, vont vous donner plus de l'opportunité d'expérimenter. Et si vous avez encore une fois un bon contact avec votre patron et que vous voyez que vous allez pouvoir faire plein de choses avec lui, sautez le pas. Voilà, donc maintenant, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, on va parler de quelques parcours types. Donc, j'en parlais pas mal dans SM Accelerator. Je voulais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez être Demand Planner aujourd'hui. Vous commencez en Demand Planner. Ensuite, vous pouvez passer. Moi, je vous conseille toujours d'essayer de passer entre un métier opérationnel puis faire du projet. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire à la fois du court terme et essayer d'optimiser et de mettre en place des projets. Donc, Demand Planner. Ensuite, donc ici, vous avez le nombre d'années. Et vous avez ici, vous allez augmenter en termes de compétences, expérience et aussi salaire. Vous pouvez ensuite passer chef de projet, puis supply chain manager d'une petite et moyenne entreprise. Ensuite, vous revenez peut-être SNOP manager dans un grand groupe avant de finir directeur supply chain de ce même groupe, par exemple. Ce qui est bien, c'est d'avoir la direction et ensuite les étapes, vous allez les ajuster. Mais c'est important de dire, voilà, le métier que vous allez faire aujourd'hui, est-ce qu'il va dans la direction du métier que je vise par la suite ou pas? Si c'est pas le cas, n'y restez pas trop longtemps ou ne le faites pas. Un deuxième exemple en logistique, qui a aussi des formidables parcours en logistique. Aujourd'hui, vous passez peut-être magasinier. Moi, j'ai fait magasinier pendant plusieurs mois. C'est un métier qui est à la fois très répétitif, mais c'est aussi vous pouvez vraiment vous mesurer sur tout. Donc ça peut être, faites-le quelques mois si vous avez l'occasion ou plusieurs années si c'est déjà le cas. Ensuite, coordinateur logistique, puis par exemple chef. Vous commencez à bien maîtriser les outils, le WMS, donc c'est le logiciel d'un entrepôt. Vous passez chef de projet logistique de WMS, puis vous revenez responsable d'exploitation avant d'être directeur entrepôt. Un troisième exemple, c'est vous êtes encore magasinier, vous passez coordinateur logistique. Ensuite, vous voulez vraiment vous spécialiser sur les outils, donc vous passez expert et formateur sur ce logiciel d'entrepôt. Vous devenez ensuite chef de projet logistique de l'ensemble des entrepôts au niveau des pays et du groupe, avant de devenir consultant indépendant pour, par exemple, un de ces prestataires de logiciels qui s'appelle, par exemple, Manhattan. Retournez sur mon article sur les meilleurs outils logiciels et vous en saurez plus sur quels sont les outils stratégiques. Un dernier exemple expert. Voilà, vous êtes peut-être en Master Supply Chain aujourd'hui. Je vous invite à pas rallonger trop vos études. Donc, si vous pouvez, par exemple, faire un job dans la gestion de stock ou le demand planning et en parallèle, vous formez peut-être en data science le soir ou le week-end. Ensuite, vous devenez un data scientist supply chain. Puis, vous devenez un chef de projet supply chain IT. IT, c'est informatique pour pouvoir mettre en place des modèles, par exemple, de gestion de stock ou d'approvisionnement. Ensuite, vous devenez chef de programme. La différence entre projet et programme, c'est que vous gérez plusieurs projets avant d'être consultant conférencier, data science BI, où vous êtes payé 2000 € par jour. On peut tout à fait avoir ces rémunérations à partir du moment où on est extrêmement expert sur des sujets. Ça peut choquer certains, mais c'est le cas et ça va être de plus en plus le cas ces prochaines années. Voilà, donc en tout cas, par rapport au salaire, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas les 2, 3 000, 5 000 € dollars que vous allez faire en début de carrière qui vont vraiment faire la différence sur votre revenu, votre patrimoine. C'est ce qui va vraiment jouer, c'est surtout après. Et donc ça, j'ai expliqué dans la vidéo salaire. Vous voyez, moi, quand je suis passé directeur, mon salaire, je l'ai augmenté d'un coup de, 40 000 €, 50 000 €. Et donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez faire avant pour avoir ces gros gaps ensuite. Et donc, à part si vous êtes vraiment dans une situation financière très délicate et que vous n'avez même pas de quoi vous loger ou de manger pour vous et votre famille, bien sûr que le choix du salaire est important. Mais à partir du moment où vous avez un minimum, vous êtes confortable,
Bien sûr qu'il faut aussi bien le négocier. Moi, je l'ai mal négocié, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais privilégiez surtout des compétences stratégiques qui vont vraiment vous donner, qui vont vous amener dans la bonne direction. Donc ne soyez pas obsédés. Moi je trouve que les écoles, mes écoles, elles me parlaient que du salaire en sortie d'école parce que c'est leur statistique pour leur permettre d'accueillir plus d'étudiants. Et moi je trouve que c'est vraiment une erreur. Vous ne soyez pas obsédés par ça, soyez surtout obsédés par le patron, la qualité de la mission et quelles compétences et opportunités vous allez avoir. Allez voir cette autre vidéo sur les métiers et salaires si ça vous intéresse. Ok ? Donc maintenant, c'est bien d'avoir plus de compétences et d'avoir des profils, d'avoir vraiment une meilleure expérience. Maintenant, c'est bien aussi de savoir se vendre. Et ce que je peux vous dire, excusez-moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez, il y a beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vous vendre. Et donc déjà que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, si en plus vous ne savez pas vous vendre, bah, je vous souhaite bon courage pour trouver votre premier job ou un job qui vous intéresse vraiment. Donc j'ai vraiment parcouru au hasard, vraiment je fais aucune attaque personnelle sur vos parcours, c'est vraiment pour vous donner des exemples que je vois souvent, parce que moi personnellement j'ai recruté plus d'une centaine de personnes, j'ai aussi fait beaucoup de coaching carrière à un moment, et je vois vraiment beaucoup d'erreurs classiques, donc je vais revenir sur quelques-unes très rapidement, et ensuite j'irai peut-être plus loin si vous voulez une vidéo complète à ce sujet-là, mais voilà. Déjà, la photo, faites gaffe sur la photo. Là, on voit quelqu'un au bar avec une bière. On est sur un réseau qui est professionnel. Donc, faites attention à la photo. À partir du moment où vous en mettez une, c'est doit être le premier lien sur Google. Et la plupart des recruteurs vont regarder à quoi vous ressemblez. Donc, faites attention à ça. Ensuite, un deuxième point, mettez des détails et surtout concentrez-vous sur les compétences et les performances, même si c'était pas des expériences longues. Là, il n'y a rien. En plus je parle pas cette langue-là, mais voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, cette deuxième photo, encore une fois, ça n'a rien à voir sur le physique. Là, elle est trop zoomée. C'est une taille. Moi aussi, je peux faire une tête comme ça et je vous ferai peur aussi. Faites vraiment attention à vraiment l'image que vous représentez. Ici, c'est pareil. Je vois que cette personne a déjà une belle expérience, 5 mois, 6 mois. Mettez des petits traits, des petits bullet points et surtout reconcentrez-vous sur les outils que vous avez utilisés. Ça peut être Excel, des ERP, des WMS et les performances. Qu'est-ce que vous avez amélioré en termes de coûts, de services, etc., etc. Ok, donc vraiment mettez aussi toutes ces certifications, les formations en ligne que vous pouvez. Demandez aussi des recommandations. Mais voilà, pareil là, on a une photo de côté, une photo de profil. On n'est pas sur Instagram. On est encore une fois, peu importe votre origine, votre physique. Nous, ce qu'on veut voir, moi, ce que je veux voir, c'est une personne qui est souriante et qui donne envie de travailler avec elle, peu importe son physique ou ses origines. Voilà, par exemple, l'exemple de Guillaume. Voilà, je vois qu'il est jeune, mais il fait un sourire. Je sens que c'est une personne qui a une bonne énergie et je serais curieux d'aller plus loin. Ce qui est dommage, c'est qu'il a fait, par exemple, il a fait un métier de business operation analyst et il me met aucun détail sur qu'est-ce qu'il a mis en place et surtout ses performances, qu'est-ce qu'il a amélioré dans l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'il peut encore améliorer. Pareil, une photo de loin, oubliez. Mettez pas des gros pavés comme ça. Pour moi, ça, c'est illisible. On n'y voit rien. Donc, sautez à la ligne, mettez vraiment des points. Là, moi, la personne met des bullet points, mais c'est compliqué à lire et on voit pas clairement quelle est vraiment sa compétence clé et qu'est-ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que je peux dire rapidement ? Là, on a un beau sourire. Voilà. Quelques petites icônes. Voilà. Moi, je trouve qu'ici, c'est plus clair. Je vais aller vite. Hein. Je veux pas cibler une personne en particulier. Je vous rassure. Voilà. C'est déjà un peu plus clair. Mais il y a 3 langues. On voit une personne qui est internationale. Objectif. Il manque par contre même moi, j'ai été vendeur, mais je disais de quoi je vendais. J'ai fait plus 50% sur les ventes de lunettes de soleil pendant que je travaillais. Voilà, mettez des chiffres, montrez que vous êtes factuel, parce qu'en supply chain, il faut être factuel. Cette personne, par exemple, elle est open to work, mais on voit pas du tout qu'est-ce qu'elle cherche, est-ce qu'elle est en supply chain, opération, etc. Donc, soyez aussi beaucoup plus spécifique, pas trop, mais un minimum quand même sur vos compétences et qu'est-ce que vous cherchez, etc., etc. J'en ai beaucoup d'autres. Voilà, là, la photo, souris pas. Toujours sourire, Fabien. Un petit sourire détendu, sans être arrogant, mais vraiment, soyez fiers de votre photo, ne la faites pas à l'arrache. Et aujourd'hui, avec un iPhone ou un Android, on peut faire des trucs qui sont extrêmement qualitatifs. Voilà, cette photo, elle est trop sombre.
Il n'y a aucune information, pas d'expérience, pas de performance. Il y a quelques certifications LinkedIn. Voilà, c'est bien d'avoir des certifications LinkedIn, ça montre que vous êtes formé. Après, c'est bien d'avoir un peu plus que ça. Et voilà, je ne vais pas rentrer sur trop de détails. Acheteuse, voilà, sourire. Souvent, il manque du sourire. Là, il mélange le français et l'anglais, alors qu'il y a des boutons normalement pour faire ça. Il y a aucune, tu vois, là, par exemple, cette personne-là, elle travaille chez Amazon, donc ça c'est génial. C'est une belle, ça c'est une belle ligne sur le CV. Et donc, ce sera bien de mettre, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, ses performances, etc., etc. Ok, donc voilà, là, un beau sourire. On a envie de voir qu'est-ce qu'elle fait. Par contre, il n'y a pas de il n'y a pas compétences nécessaires. Voilà, c'est un peu trop général. Il n'y a pas d'anglais. Si, il y a de l'anglais. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de performance. On voit pas d'outils qu'elle a utilisé. Ouais, je répète toujours les mêmes choses, mais c'est important. Je pense que ça suffira. Donc voilà pour une petite introduction. J'espère que ça va vous réveiller, mais important d'avoir l'image que vous allez refléter. Un autre exemple. Il y a plein de personnes qui me contactent et qui ont contacté plein de recruteurs avec des messages. Voilà, j'ai essayé de cacher le nom. Mais voilà, des messages comme ça, moi j'en reçois plein. C'est copier-coller. Il n'y a rien qui est personnalisé. Il y a même une faute d'orthographe sur mon nom de famille. Comment vous voulez que je réponde à ce message-là? Il faut vous réaliser que voilà, quand j'étais directeur ou manager, je recevais entre 100 et 200 emails par jour. Mon LinkedIn était noyé de propositions commerciales, de personnes qui voulaient travailler avec moi, mais aussi de personnes de jeunes comme vous. Il faut juste vous réaliser que notre temps, il est extrêmement précieux et en 2 secondes, on va voir si vous avez quelqu'un qui est vraiment intéressant ou qui est juste en train de nous spammer. Et là, clairement, pour moi, j'ai rien personnellement contre cette personne-là, mais pour moi, c'est du spam. C'est la personne, elle se prend même pas la peine, elle ne cite même pas mon entreprise, pourquoi elle va être avec moi. Elle a fait un copier-coller, elle a probablement envoyé à 200 personnes, et à 200, 300, 400 personnes, et probablement que cette personne-là, ensuite, va se plaindre en disant, mais personne ne me répond. Moi, je pense leur répondre en disant merci de personnaliser, je l'ai peut-être fait à certains d'entre vous, mais réalisez que notre temps est extrêmement précieux. Et donc, si c'est pour nous spammer, vous allez rien avoir et ça va être encore plus frustrant pour vous. Donc, retenez cet exemple-là. Moi, je vais vous donner un autre exemple. À un moment, j'avais déjà un peu d'expérience, mais c'était juste pour montrer, voilà. J'ai envoyé ce message-là en disant voilà, je peux réduire ton stock. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal d'expérience. Et ce que je te propose, je vous inviterai à lire si vous le souhaitez, c'est qu'on prenne un café, ce que je peux t'expliquer par A plus B, comment je peux t'aider à améliorer les performances de ton entreprise. C'est vraiment 2 approches différentes. Je parle effectivement pas trop de son entreprise, j'ai aussi caché une partie, mais voilà, il y a vraiment une approche, qui va vous différencier, une autre approche qui va pas vous différencier. Donc faites vraiment, encore une fois, on a un temps très précieux, proposez même peut-être déjà un plan d'action sur qu'est-ce que vous feriez si vous alliez démarrer dans cette entreprise. Faites peut-être un retour sur le site. Ah ben là j'ai vu qu'il y avait une faute d'orthographe, quelque chose, un détail, voire même une petite vidéo pour vraiment créer une connexion avec cette personne-là. Ok, donc avant de terminer, je voulais revenir sur le choix de votre premier job ou de votre nouveau job. Et c'est vraiment important de revenir sur qualité de la mission et patron versus argent. Moi, quand je suis revenu après la Malaisie, j'avais le choix. Donc j'ai fait parce que mon école me disait qu'il fallait que je gagne beaucoup d'argent. En tout cas, on nous présentait que des profils qui venaient du conseil et de la finance. Donc moi aussi, j'ai fait des entretiens à Paris sur les grands groupes de consulting. J'ai fait ces longues journées d'entretien où on est en concurrence avec plein de gens. Voilà, j'ai été pris par certaines d'entre elles prestigieuses et clairement. Eh bien, il me proposait beaucoup plus d'argent. Sauf que j'ai rencontré en parallèle une personne de Decathlon qui s'appelle Fabien et aussi Robin. Et clairement, ces personnes-là, déjà, elles m'ont quasiment pas parlé de mes diplômes. Elles m'ont pas pris pour mes diplômes, elles m'ont pris par rapport à d'autres qualités, j'imagine. Et elles me proposaient un projet qui était d'automatiser l'approvisionnement de l'ensemble des magasins dans le monde avec Decathlon. Et j'avais aussi un très bon... mon intuition me disait que j'allais vraiment beaucoup apprendre avec ces personnes-là. Et donc, à la fin, j'ai choisi de gagner beaucoup moins que si j'avais été dans le cabinet conseil. Mais
j'ai eu beaucoup plus de responsabilités et derrière, ça a été un accélérateur considérable dans ma carrière, dans mes compétences, dans ma liberté et dans vraiment la direction dans laquelle je voulais aller. Donc, je vous invite vraiment toujours à vous poser la question. Il y avait un autre exemple d'un des membres ABC Supply Chain qui me disait que voilà, il avait la possibilité de travailler sur de l'assurance d'entrepôt. Donc, c'était en lien avec la supply chain et en gros, c'était pour assurer des entrepôts. Donc, c'est plutôt finance, assurance, entrepôt. Il gagnait très bien sa vie, mais par contre, il savait très bien qu'il allait faire ça toute sa vie après. Il allait vraiment spécialiser dans l'assurance de parc immobilier logistique. Très bien payé sortie d'école, plus de 45 000 euros. Mais derrière, il allait plafonner et il n'allait pas pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Donc posez-vous toujours la question du court terme et aussi du moyen, du long terme. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Et enfin, j'ai beaucoup parlé. Ensuite, je vais faire une petite pause. C'est important. Je vous donne juste une petite introduction de comment bien démarrer son premier job. Et moi, j'aime bien l'exemple de Pete Campbell de la série Mad Men, qui avait été donné par plusieurs personnes. Et en gros, voilà, quand vous arrivez avec tous vos beaux masters, vos diplômes, ne soyez pas comme Pete Campbell, un peu arrogant en disant je vais étaler ma science devant toutes les personnes qui travaillent depuis 10-15 ans et qui comprennent pas comment ça marche la supply chain aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment pas ça qu'on veut voir. Au début, qu'est-ce que je veux moi d'une personne que je vais recruter? Et j'ai recruté plusieurs personnes et je continue à recruter. Vous regarderez sous la vidéo, j'ai une offre en cours pour un jeune diplômé. Je veux une personne déjà qui est fiable, auquel je répète pas les choses, qui écoute avant de parler, parce qu'au début j'ai surtout des choses à lui dire pour qu'elle monte en compétence, et qui va ensuite se débrouiller pour vraiment m'apporter des solutions et pas des problèmes. Et donc si vous êtes fiable, vous écoutez bien, on n'a pas besoin de répéter, et que déjà les premières tâches qu'on vous demande, vous les faites bien, mais petit à petit, le niveau de confiance va monter et on va vous donner plus de responsabilités. Et à un moment, vous pourrez prendre plus d'initiatives et proposer des nouvelles choses. Mais il ne faut pas se tromper d'étape. Il faut d'abord commencer par écouter, mettre en place des choses et ensuite gagner la confiance pour pouvoir avoir plus de liberté et mettre en place des nouveaux projets. Donc voilà pour ma petite introduction. Voilà aussi pour mon parcours. Allez revoir ma vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a éclairci sur des directions à suivre. Moi, encore une fois, j'avais aucune idée que j'allais avoir une école en ligne sur la supply chain quand j'ai démarré. J'aurais jamais fait ça aujourd'hui sans l'ensemble de mes choix et mon parcours, de tout ce que j'ai fait. Ce que je retiens aussi, c'est que j'ai aussi beaucoup écouté mon intuition. Mon intuition, si vous sentez votre corps vous dit c'est le bon truc, faites-le. Si vous avez une peur, mais pas une peur de sortir de votre zone de confort, mais vous sentez que c'est pas fait pour vous, écoutez-vous aussi. Moi, j'ai mis du temps, des années avant de vraiment utiliser mon intuition, même si elle m'a toujours apporté, je pense, dans une bonne direction. Et ensuite, voilà, vous stressez pas trop tant que vous êtes en action, en mouvement. Vous allez peut-être vous tromper, peut-être que l'entreprise, ça va pas être exactement ce que vous attendez. Eh bien, c'est pas grave, il y a toujours quelque chose à tirer de positif. Moi, j'ai fait un burn-out quand j'étais directeur, mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça d'un point de vue professionnel et personnel. Donc, vous stressez pas trop, c'est normal d'être perdu au début. Continuez à avancer, continuez aussi à monter en compétences. C'est vraiment tout au long de sa carrière qu'il faut monter en compétences, c'est pas seulement à l'école. Et à partir du moment où vous travaillez avec des personnes et des projets intéressants, tout va dérouler progressivement. Ok? Donc voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, je sais que pendant le live que j'avais fait, j'avais beaucoup de questions, donc je vous propose de remettre les questions sous cette vidéo et j'essaierai vraiment d'y répondre le plus rapidement possible. Et j'ai aussi déjà pas mal de contenu en français et en anglais, donc allez voir mon parcours, les métiers en supply chain, comment devenir supply chain manager. J'ai aussi beaucoup d'outils ou des compétences vraiment en 10 minutes, comment on peut faire une prévision sur Excel, la gestion de stock, les KPI. J'ai vraiment fait pas mal de contenu gratuit pour vous les étudiants, parce que je sais que vous n'avez pas forcément les moyens pour vous reformer tout de suite. J'ai créé aussi des nouvelles petites formations gratuites sur Excel, sur les KPI, sur la gestion de stock. Donc allez faire un tour sur la vidéo si ça vous intéresse. J'essaie toujours de donner des exemples réels d'une entreprise. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à la partager à des personnes, des collègues de promo. Si vous êtes directeur aussi, partagez-le peut-être à vos enfants s'ils veulent aller en supply chain aussi. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle carrière, quel que soit le résultat. Ce qui est important, c'est de profiter c'est pas d'être obsédé par le résultat, l'objectif final, mais c'est de prendre du plaisir dans le parcours, dans les hauts et dans les bas. Bonne continuation à tous et à très vite.